cette présentation et je remercie Corinne et Jean-Jacques d'avoir organisé ce forum numérique qui nous permet de nous retrouver néanmoins. Et je voulais vous parler, selon les thématiques du matin un peu centrées sur les mondes étrangers, des Turco-Mongols et de leur identité, l'identité qu'ils ont construite par la culture visuelle dans les mondes musulmans qu'ils ont occupés pendant très longtemps. Alors, cette question de l'identité, je l'explore depuis plusieurs années maintenant dans un axe que j'ai dirigé à Paris 7 lorsque j'y étais, où nous avions travaillé notamment sur l'identité des Turcs, sur le Touran, et plus récemment sur la Mongolie, avec des mongolisants, et le colloque sur la Mongolie, normalement, devrait paraître, il est actuellement à Valenciennes, comme d'ailleurs l'ouvrage de notre colloque sur les jardins, qui est également paru, mais qui est aussi à Valenciennes en attendant d'être distribué. Alors, pour vous évoquer un peu l'origine des peuples mongols, les peuples mongols et turco-mongols viennent tous d'un même berceau, qui est la vallée de l'Orkhon, en Mongolie. Et c'est là où sont à la fois nés trois grands empires, celui des Turcs et des Gökturks, les Turcs bleus, que les Chinois appelaient Tukye. Ensuite, le grand empire des Ouïghours, qui plus tard s'est installé dans le bassin du Tarim, c'est-à-dire le Xinjiang. Et ensuite, les peuples mongols qui sont arrivés au XIIIe siècle et qui ont régné sur l'Occident. Donc les premiers à s'installer en Orient, à défiler, sont d'abord des Turcs qui viennent de l'Ouest, les anciens Gökturks, qu'on appelle les Turcs Oruz, qui déferlent sur l'Orient entre le XIe et s'installent jusqu'au XIIIe siècle. Ils vont fonder un sultanat, mettre le califat sous tutelle, c'est-à-dire le califat abbasside arabo-musulman, et ils vont créer un régime qu'on appelle le sultanat pendant près de 2 siècles. Ils créent ainsi des empires très identitaires, mais comme ils sont que quelques milliers, évidemment, ces traits identitaires ne sont pas visibles directement lorsque vous visitez ces pays. Il faut vraiment les chercher à travers la culture et les arts visuels. Il n'en demeure pas moins qu'une grande partie de l'architecture que l'on a en Iran aujourd'hui ou en Asie centrale a été érigée à l'époque des grands Seldjoukides ou des Seldjoukides d'Asie centrale. Quant aux Seldjoukides de Roum, qui sont les fondateurs donc, du sultanat de Roum, ils sont les ancêtres des Ottomans. En tout cas, les Ottomans font un rattachement imaginaire à cette dynastie des Seldjoukides et aujourd'hui est un des éléments de leur identité. Au XIIIe siècle, ces sultanats s'affaiblissent en raison essentiellement de la croisade, des attaques des croisés, mais aussi par appauvrissement du pouvoir et par des luttes internes, parce qu'il n'y a pas véritablement de règles de succession, sinon le plus fort qui domine l'ensemble des territoires. Donc les sultans s'appauvrissent, perdent leur pouvoir et de nouveaux peuples qui viennent aussi de la vallée de l'Orkhon, les Merkites, les Mongols, les Tatars, etc., sont bientôt fédérés par un chef, Gengis Khan, qui va prendre la tête de toutes ces hordes, de tous ces Zoulous, et diriger la conquête ainsi que ses successeurs. Donc vous avez ici l'empire Gengis Khanide, mais aussi la fondation des 4 grands Khanas, Il-Khana de Perse, les Tchagataïdes d'Asie centrale, la Horde d'Or, que l'on connaît en Europe puisqu'elle est arrivée jusqu'en Hongrie, et bien sûr la grande Chine des Yuan, puisque les Mongols ont finalement réussi à prendre le pouvoir sur l'ensemble de la Chine, pas seulement comme les Liao quelques siècles avant, mais ils ont contrôlé la Chine du XIIIe jusque pratiquement à la fin du XIVe siècle.
Et que devient alors le monde arabo-musulman qui était uni par le califat abbasside depuis le 8e siècle? Eh bien, c'est la chute de Bagdad en 1258 et la fin du califat. Et comme vous le voyez ici, le calife, le dernier calife, Al-Mustasim, se sauve de Bagdad, il est capturé et il est exécuté par les Mongols. Donc les Mongols ont mis fin au califat. Et ce que l'on ne sait pas très souvent quand on enseigne l'histoire de l'Orient, c'est assez prégnant, ce que le public ne sait pas, c'est qu'au fond, les Turcs et les Mongols ont régné sur le monde arabo-musulman et persan pendant 600 ans. En réalité, quand on parle de la croisade, d'aller se battre contre l'islam, etc., on fait fausse route. En tout cas, on n'enseigne pas ce qu'il faut ou comme il faut, puisqu'en réalité, ce sont ces peuples turcs qui ont régné successivement du XIe au XVIe siècle, avec les sultanats turcs, d'abord les Karahanides, au Xe siècle, les Hasnévides au XIe, les Seldjoukides jusqu'au XIIIe, puis les Khanats mongols, et ensuite, eh bien, une dernière dynastie qui a construit sa légitimité sur un imaginaire du pouvoir turc et nomade, les Timurides d'Hérat. Alors, quelle est la norme et l'identité lorsque ces peuples arrivent? Eh bien, lorsque ces peuples arrivent en Orient, l'Orient à l'époque, il faut le voir comme du Levant pratiquement jusqu'à l'Asie centrale et au nord de l'Inde, mais il y a aussi tout le Maghreb et l'Espagne, sauf que le Maghreb et l'Espagne font l'objet de califats indépendants. Le califat d'Al-Andalus, puis le califat de Fatimide du Caire. La norme, c'est l'identité arabo-musulmane. Donc c'est une identité qui s'est imposée avec la conquête à partir du 7e siècle et qui triomphe par le biais d'un régime, celui du l'Amir al-Mouminin, hein, le successeur du prophète, le calife, qui fait appliquer la loi, la charia, le Coran et la Sunna, d'où sont déterminés tous les comportements du monde musulman. C'est-à-dire qu'être musulman, c'est un tout, c'est un régime politique, une façon d'être, de vivre, de se nourrir, de se vêtir, y compris la gestuelle est complètement normée par les différentes écoles juridiques, hein, les 4 mazahib du monde musulman. Dans ce monde qui est relativement unifié au XIe siècle, je dis relativement parce que l'Iran et l'Asie centrale sont enfin devenus musulmans, comment les Turcs et les Mongols se présentent-ils? Alors, il faut voir que ce sont 2 groupes différents par la langue. Leurs origines sont très discutées. Les origines des Turcs et celles des Mongols sont très discutées. Est-ce qu'ils descendent des Rohirrim ou pas? Quoi qu'il en soit, ils font quand même partie de ces peuples dits altaïques et ils ont en commun un mode de vie et une conception du monde quasiment similaire. Alors, cette image de l'identité des peuples turco-mongols, ces images de soi, ne sont pas construites par des sources écrites, parce que les turco-mongols ont peu écrit sur eux-mêmes. Ils ont des cultures essentiellement orales. Bon, on connaît évidemment l'histoire secrète des Mongols, et c'est à peu près tout ce que l'on a. Les sources sont essentiellement persanes, arabes ou chinoises. Donc, ce que l'on sait sur les Turcs, ce que l'on sait sur les Mongols, on le sait par les autres. Comment donc aujourd'hui, il y a depuis une quinzaine d'années un intérêt tout à fait important pour cette thématique, pour la connaissance donc de ces peuples, et même si depuis l'époque où Radloff explorait et déchiffrait les stèles de l'Orkhon, on se rend compte que l'art est un médium privilégié pour les connaître, et notamment la culture matérielle, c'est-à-dire les objets qui constituaient leur quotidien, puisque ce que ces peuples ont en commun, c'est évidemment la nomadité. Ils ont commandité des artistes. Très souvent, ces artistes, ils les ont emmenés pendant les conquêtes. Il y a eu des transferts de personnes, c'était très habituel. Et ces artistes ont travaillé pour eux. Parfois même, ce sont des artistes ouïghours qui ont peint pour les Mongols, notamment au fin du XIIIe et début du XIVe siècle.
Et c'est grâce finalement à ces témoignages des œuvres d'art qui ont été analysés par de grands historiens des mondes chinois, historiens de l'art, Susanna Golachi par exemple aux États-Unis, ou d'autres encore, Lila Russell Smith à Berlin, etc., que nous commençons à connaître ces peuples. Alors, l'identité des Mongols, des Turcs et des Mongols est fondée sur pratiquement 3 éléments. Une conception du pouvoir qui est très différente de celle du monde musulman, une conception de la société fondée sur les liens personnels et la famille, et également un attachement relatif à la religion, parce que finalement, c'est la religion politique qui détermine la cohésion des groupes. L'origine du pouvoir, lorsque les Turcs arrivent, et puis plus encore pour les Mongols, est conservée sur une stèle, qui est la stèle de l'Orkhon, qui est conservée au musée d'Oulan-Bator aujourd'hui, et qui a été estampée notamment par le français Bouyan de Lacoste, auquel on avait fait une exposition au Oulan-Bator il y a quelques années, qui avait ramené ces inscriptions qui ont aussi été déchiffrées après Radloff par les scientifiques japonais. Et sur ces stèles, eh bien, nous avons toute l'idéologie du pouvoir, puisque l'identité du pouvoir des Turco-Mongols réside d'abord dans l'idéologie de l'investiture céleste. C'est le ciel qui assure la promotion d'un clan, le clan des Ashina. Ashina, ce sont les Turcs, les Gök turcs, dont l'ancêtre fondateur totémique est le loup bleu, que vous avez ici. Et cette idéologie, elle est sur le site des 3 capitales, qui sont Kochotsaïdam, Karabalrasun, et puis plus tard la grande capitale de Karakorum, que Marco Polo connaîtra. Donc, c'est un berceau commun de ces peuples, et sur cette inscription, donc, on a toute la doxa politique qu'on va finalement trouver jusque pratiquement à Kemal Atatürk, où Kemal Atatürk va parler de Tangre, pour parler d'Allah, il dit Tangre. Tangre qui avait élevé mon père, le Hakan, et ma mère, la Khatoun. Tangre qui donne l'empire. Tangre m'établit moi-même comme Kagran ou Hakan. Il fut Khan par le pouvoir et la force du ciel éternel, comme dit l'histoire secrète des Mongols. Donc c'est le ciel divinisé qui donne le pouvoir. Cet attachement au ciel va être extrêmement grand, et lorsque les Turcs et les Mongols deviennent musulmans, eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un Dieu invisible, un Dieu unifié par le tawhid musulman qui est Allah. Et le prédicateur Hanbalit ibn Tamiya va se battre terriblement contre les Mamelouks, notamment contre les Mongols, pour dire ce sont des impies, des polythéistes. Ils ne veulent pas appeler Dieu Allah, ils l'appellent Tangre. Et effectivement, on trouve un écho. Pourquoi les peuples turcs se sont si bien adaptés dans le monde oriental et islamisé, tout simplement parce qu'il y avait un substrat qu'ils ont assimilé, qui est la religion iranienne, avec Ahura Mazda, le grand ciel divinisé, qui investit le souverain. Et donc, ils se sont trouvés dans des schémas politico-religieux qui leur correspondaient parfaitement et dans lesquels ils se sont insérés. Ça a été aussi le rôle, par exemple, du Shahnameh, la grande épopée du roi de Perse, qui a permis à ces peuples un phénomène d'acculturation et d'identification au territoire qu'ils avaient conquis. Si bien que quand ils se font représenter en pouvoir, chaque émir de la Jazira, c'est-à-dire de la Syrie, où chaque sultan se fait représenter, donc il y a déjà une barrière qui est franchie par rapport au figuratif. Vous voyez que ces peuples n'ont pas de tabou concernant l'image, ils se font représenter un peu comme des souverains byzantins ou iraniens tenant un globe et surmontés par des anges qui leur donnent la légitimité. C'est donc un pouvoir charismatique d'origine divine dont chacun reçoit une parcelle pour gouverner sur le territoire. Les racines de ce pouvoir restent toujours la Mongolie ou le Kazakhstan, où quand on se promène, on voit ces balbals, ces stèles où des personnages tiennent des coupes.
parce que la scène typique d'investiture, les symboles sont renouvelés, les symboles des pouvoirs. Ce n'est plus du tout le manteau du prophète, la lance ou le bâton ou le Coran d'Othman. Quand on se fait représenter jusque pratiquement au XVIe siècle, et les Safavides qui sont au XVIe siècle des Iraniens d'origine turque, vont réutiliser ces symboles dans un imaginaire de la nomadité, eh bien, ils se font représenter avec une coupe, ils tiennent une coupe. Le rituel à la coupe remonte au Ronyu, donc pratiquement au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est la coupe, en réalité, qui représente le crâne de l'ennemi vaincu dans lequel on boit et par lequel on est investi. Et ils se font représenter également avec des bottes qui indiquent leur identité de cavalier, toujours surmontées par des oiseaux de proie qui sont souvent totémiques, puisque les totems, les symboles totémiques ont été introduits, la héraldique, en fait, ce qu'on appelle la héraldique, a été introduit par les Turcs à partir du XIe siècle. Donc les voici un chef de la Jazira dans un manuscrit du XIIe siècle représenté avec ses rilman, c'est-à-dire les jeunes gens esclaves qui servent à la cour. Les rituels de cour vont beaucoup changer également par rapport aux rituels abbassides qui sont très très codifiés, et l'on voit apparaître tous ces jeunes gens autour du chef. Un autre élément identitaire, indissociable de l'identité turco-mongole, c'est le cheval, que l'on voit d'ailleurs dans les pétroglyphes de l'Altaï et que l'on voit dans les tombes gök-turques. C'est une tombe qui a été fouillée récemment à la frontière chinoise. Ils se font toujours représenter à cheval parce que le cheval, c'est le moyen pour eux de chasser, et l'autorité politique est fondée sur les qualités, en fait, du roi chasseur. Comme Robert Tamayon l'a bien montré, le Khan est d'abord celui qui nourrit sa population. C'est un roi de deuxième fonction, un roi guerrier, et un roi de troisième fonction, un roi chasseur, qui donne à manger à sa population. Alors pourquoi ? Parce que les grands espaces des steppes, et cela explique pourquoi il y a eu cette déferlante de peuples turco-mongols à partir pratiquement des Huns, et puis bon, avec les différents peuples Hephthalites et autres qui ont déferlé sur l'Iran et ensuite sur l'Europe, c'est simplement qu'il y a pénurie alimentaire après la seconde période de glaciation. Manger est une préoccupation constante, on la retrouve chez tous les voyageurs, Plancarpin, Rubruck, Clavigeau. Les franciscains qui vont dans les pays des Mongols ont faim, ils se rendent compte qu'il y a très peu de choses à manger. Et d'ailleurs, quand il y a des grandes fêtes, par exemple à Samarcande au XVe siècle, Tamerlan distribue les morceaux de mouton ou de cheval bouilli à la population. Il jette des quartiers de viande, ce qui montre qu'il est le roi nourricier de cette population. Donc manger est très important, et donc la chasse, une activité centrale. On doit être un très bon chasseur, ce qui fait que l'autoreprésentation des Mongols et des Turcs se fait dans les arts visuels, notamment dans les céramiques, puisqu'on a très peu d'art du livre, mais énormément de céramique à partir du XIIe, XIIIe siècle. Donc c'est la naissance de cette très belle céramique Haftrang à 7 couleurs, où on représente des jeunes cavaliers qui chassent avec le faucon, donc les habitudes synégétiques des peuples turco-mongols, avec un chien, et qui rapportent du gibier. Alors, le cheval, c'est aussi l'élément qui permet de faire la conquête, puisque chaque fois, Turcs, Mongols, Karahanid, Saljukides ou Mongols n'étaient que quelques milliers d'individus, avec les familles et les yourtes qui déferlaient sur le monde, et la guerre est l'élément qui permet de fonder le pouvoir. Alors, on voit apparaître une des thématiques passionnantes à ce moment-là, qui plonge d'ailleurs ses racines mythiques dans l'Inde védique. C'est la diffusion une image du roi turc. Ici, ce sont des cavaliers saljukides, donc du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe, qui combattent des dragons et des lions. C'est la grande thématique du roi qui tue le dragon.
et une thématique que l'on va importer via les croisades avec le combat contre le dragon. Il ne s'agit pas du tout de combattre des dragons, puisqu'il y a bien des lions en Orient, mais pas de dragons. Il s'agit de la transposition d'un thème qui est le combat d'Indra contre le dragon, à savoir le roi protecteur de troisième fonction, protecteur des forces cosmiques et de la lumière, puisque ce dragon, c'est celui qui est censé manger les luminaires, la lune, le soleil, par lesquels le Khan est investi. Et donc, on va avoir une transposition de ce thème qui est parfois compris comme une christianisation du thème de Saint-Georges, mais en réalité pas du tout. Il s'agit vraiment du roi qui tue le dragon, qui mange les forces cosmiques, empêchant la pluie de tomber. Donc c'est un mythe et un rite de fertilité immémoriel qui est reproduit ici et que les Turcs avaient également dans leur cosmologie et leur mythologie. Le dernier point très important, c'est que c'est turc et c'est mongol, et c'est le nom même de Gengis Khan qui l'indique. Gengis Khan signifie seigneur de l'océan océanique. Pourquoi ? Parce que l'océan ou le ciel bleu, c'est l'ensemble du monde à conquérir. Ces Turcs, ils sont là pour conquérir le monde. Le monde, c'est leur terrain de jeu. Et leur ambition, c'est d'être finalement la transposition d'un mythe iranien, le Khan des Haft Keshvar Havatai, c'est-à-dire les 7 parties du monde. Et c'est ainsi que le titre de Jahan Shah, par exemple, va se développer à l'époque des Turcs et des Mongols, et ensuite être repris par les Moghols de l'Inde, qui à partir du XVIe siècle s'appuient sur ces dynasties pour développer un pouvoir ayant de fortes racines dans la nomadité et dans l'imaginaire de la nomadité. Donc c'est une royauté universelle sur le monde, et leur désir est de conquérir le monde. Le deuxième élément identitaire, c'est celui qui façonne une société marquée par des liens forts, des liens personnels autour de l'équipe, enfin de la trust, on peut dire, ou de la garde rapprochée du sultan. Chaque sultan avait un rituel de cour qui est défini par les Karahanides au Xe siècle. Donc là, on possède un écrit, véritablement, c'est un des rares écrits de cette période que l'on est, du Xe siècle, qui a été écrit pour les rois Karahanides d'Asie centrale, les sultans Karahanides d'Asie centrale au Xe, et qui formalise le rituel de cour autour d'une garde personnelle que l'on voit à Lashkari Bazar en Afghanistan, sur des fresques de ce palais. Et cette garde personnelle, elle détermine un protocole de cour qu'on va retrouver jusque sous les Mamelouks, avec un très bel objet qui est à Paris, qui est le baptistère de Saint-Louis, où il y a tout le protocole de cour des Mamelouks, avec le rôle de chacun des grands officiers de la cour, donc le gardien de la garde-robe, le gardien de la masse d'armes, celui qui porte la coupe, le gardien du garde-manger, etc. Donc une sorte de garde rapprochée qui est investie par un rituel qui est celui du don de la ceinture. Donc on donne une ceinture et la ceinture vous lie au Khan, ce qui est absolument identique à un protocole de cour d'ailleurs qui dérive, que l'on retrouve chez les Sassanides et avant ça chez les Achéménides, donc en Iran. Et cette remise de la ceinture se substitue au grand rituel de fidélisation des élites dans l'Empire abbasside, qui est le don de la robe, le don des robes abbassides et des robes noires, donc la hilra. Pour parler des robes, la robe est un élément du pouvoir. Il y a une glorification du corps. Chez ces nomades qui n'ont pas véritablement de palais, tout ce qui symbolise le pouvoir ou l'identité est porté. Donc la robe du Khan doit être tissée de fils d'or. Et nous avons donc certaines de ces robes qui ont été aujourd'hui retrouvées ou restaurées, comme celle qui se trouve au musée national d'Oulan-Bator. Ces robes qui sont nouées sur le côté droit. Et le Khan, comme vous le voyez ici, se distingue des autres parce que non seulement il est représenté, alors là ce sont des miniatures de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, qui représentent le mieux l'identité des peuples mongols, puisque c'est véritablement le costume qu'ils portaient avant qu'ils arrivent en Iran et dans les pays conquis, avec des coiffes de plumes
qui offre une connexion très forte avec les fonctions de chaman du chef, la fonction verticale. Et ils ont également des parures et des bijoux pour montrer à quel point ils sont précieux, c'est-à-dire que toute la richesse est offerte de façon ostentatoire au peuple, aux ambassadeurs et au peuple qu'ils ont conquis. Un autre élément très important sur lequel insistent les Turcs, et qui est assez bien perçu par les chroniqueurs arabes ou persans, c'est leur spécificité physique et la volonté qu'ils ont de se faire représenter avec des faces plates, des nez relativement droits, ce qu'on appelle la beauté de la lune, le Maharou. Maharou veut dire la lune, et ils pensent qu'ils sont très différents des peuples arabo-musulmans parce qu'ils sont marqués par cette beauté particulière que possèdent les bottes, c'est-à-dire les figures du Bouddha. Donc, ceci indique évidemment un passage par l'Asie centrale, le Xinjiang, et un attachement très fort au bouddhisme, puisqu'ils ont été d'abord, après avoir été chamanistes bouddhistes, mais surtout la volonté d'une identité particulière liée au rayonnement des astres et à la beauté tout court. Les femmes jouent un rôle particulier dans la société, contrairement aux femmes musulmanes. Tous les chroniqueurs musulmans, dont Ibn Battuta, sont d'ailleurs horrifiés quand ils vont visiter le monde musulman, puisque ces femmes sont visibles, elles ne couvrent pas leur face, elles n'ont pas de voile, elles portent une bokta, qui est la coiffe de la femme mariée, et elles siègent à la mosquée, en public, y compris dans les estrades où le sultan où le Han se présente. Donc, les femmes sont associées au pouvoir, elles sont même investies en même temps que le chef, c'est-à-dire que la première coupe, le jour de l'investiture, est tendue à la première épouse du Han. Donc, ces relations familiales, d'ailleurs, sont très fortes, puisque les autres épouses sont toujours représentées à proximité. La première épouse a un rang particulier. Elle organise des fêtes, elle reçoit les ambassadeurs, par exemple, c'est ce que raconte Rubruck ou Plancarpin ou encore Clavigeau. Il est reçu par la première Hatoun, Clavigeau, et ces femmes, elles ont le droit de boire des boissons alcoolisées, de recevoir les ambassadeurs, elles ont leur propre vie, leur propre diplomatie et aussi leurs propres ressources. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la famille mongole ou turco-mongole, il n'y a pas de règles relatives à l'inceste, à savoir que la première épouse est très souvent l'épouse défunte du père que le fils épouse à son tour, à savoir que la première épouse a un statut un peu particulier, elle est mise en exergue. Le mariage n'est peut-être pas toujours consommé, ce que n'ont pas compris les oulémas musulmans, mais elle est toujours une épouse particulière parce qu'elle représente la continuité avec la famille du père. Voici donc ces fêtes où toutes les épouses sont représentées à côté du Han et participent à l'intronisation. On peut voir le développement de tout ce qui est éléments de vaisselle typiquement mongole, puisque ce que vous avez là, ce sont des petites coupes à oreilles que les Turco-Mongols portaient à leur ceinture. La ceinture est importante parce que tous les objets identitaires s'y trouvent accrochés, la bourse, mais aussi la coupe à oreilles que chaque Mongol possède. Autre élément identitaire, la vie nomade et l'attachement à la yourte. Bien entendu, ces yourtes de feutre, qui sont toujours fabriquées en Mongolie aujourd'hui ou au Kazakhstan, sont en habitat transportable et léger, mais avec une particularité qui est la tente d'or, ce qu'on appelle le camp d'or, ou qui deviendra en Europe le camp du drap d'or, à savoir que la yourte du Han est revêtue soit d'un drap doré, soit d'un drap pourpre, comme ici, pour symboliser au sein du campement la fonction du chef. Là, évidemment, il a toute une symbolique cosmique, avec une ouverture vers le ciel, avec une droite, une gauche, une porte située au sud. Et elle est par excellence l'habitat de prédilection des Turcs et des Mongols. Récemment, on s'est rendu compte que tous ces peuples s'étaient relativement peu sédentarisés et qu'en réalité,
l'habitat nomade avait été demeuré au sein des États musulmans jusqu'au XVIe siècle. Donc là, ce sont les sources persanes qui nous renseignent. On a longtemps pensé que Karakorum était une tentative de sédentarisation, mais ça a très très peu fonctionné, puisque par la suite, le grand Khan est allé habiter en Chine. Donc la capitale a disparu, cette capitale merveilleuse décrite par Marco Polo. Elle n'a même pas eu 40 ans de vie. Et de la même façon, tous les grands palais qui ont été construits par les Turcs, ici c'est le palais en Anatolie centrale de Kubadabad, où les grands palais de Tabriz n'étaient pas habités par les Turcs ni par les Mongols. Les Mongols y allaient en palais d'été uniquement pour développer des grandes fêtes et camper au bord des lacs, mais en réalité n'habitaient jamais, comme les Timurides plus tard, des palais fermés. Les palais étaient dédiés aux artisans. Chez les Timurides, c'était des prisons, mais on n'habitait pas un palais fermé. Ils étaient claustrophobes et habitaient uniquement des espaces ouverts, des jardins. À partir du XIIIe siècle, une des plus anciennes représentations des tentes dans un roman en persan, Barka et Gulsha, qui nous montre les tentes seldjoukides. Et les tentes mongoles du début du XIIIe sont représentées dans les albums Diès de Berlin. Le comte von Diès a ramené d'Orient ces albums très précieux qui ont été édités il y a 2 ans par le personnel du musée, par Giulia Gonella et les autres conservateurs, et qui montrent la vie authentique des Mongols quand ils arrivent en Iran, dans ces grandes tentes. Là, vous avez par exemple la transposition d'une tente mosquée, puisque les premières mosquées, même si elles sont construites, ils préfèrent aller prier dans la tente, ou alors les grandes tentes de cérémonie, que l'on va retrouver. D'ailleurs, dans très peu de temps, il va y avoir le grand congrès d'études turques qui doit se dérouler en Hongrie, à Budapest, et où seront exposées d'ailleurs les grandes tentes ottomanes qui ont été saisies lorsque les Ottomans sont venus en Hongrie et ont été battus. Donc, ce rituel des tentes va perdurer jusqu'à l'époque ottomane. Concernant les croyances, eh bien, c'est le côté un peu, disons, éclectique, parce que les Turcs comme les Mongols ont une religion identitaire qui est le chamanisme. Même s'ils deviennent musulmans, c'est une part de leur croyance qui ne les quittera jamais. À savoir que dans toutes les cours, il y a des devins et des chamans, et ceci pratiquement jusqu'au début du XVIe siècle, dans les cours des Timurides d'Hérat. Ici, on voit un khan précédé par le chaman. Les chamans tirent les oracles, donnent des conseils pour gouverner, et on les consulte comme conseillers privés. Donc, ils sont un aspect de la religion personnelle de ces peuples. Le bouddhisme a également beaucoup marqué les mondes turco-mongols. Les Ouïghours sont devenus bouddhistes et manichéens. Une partie des Mongols étaient bouddhistes. La plupart des Khans étaient bouddhistes, même si leurs femmes étaient nestoriennes, puisque le christianisme d'Asie centrale, c'est le nestorianisme, donc une sorte d'hérésie. Ensuite, les funérailles se déroulent selon des traditions propres au peuple de la steppe, à savoir scarification, arrachage de cheveux, pleurs et lamentations, et ceci jusqu'au XVIe siècle. Donc on a ici les funérailles d'un khan qui ont été codifiées d'ailleurs en 1259 après la mort du grand khan Mongka. Tous les peuples de la steppe célébraient les funérailles des chefs de la même façon, en plaçant le cercueil sur un trône chinois, surmonté par un lotus, avec offrande alimentaire et bien sûr également lamentation, notamment des hommes, puisque ce sont eux qui profèrent l'élégie. Ensuite, un autre rite important est celui de la naissance. Au cours de la naissance, vous voyez ici par exemple la présence des astrologues. Ça, c'est un élément d'acculturation que les Turcs ont très très vite intégré. Très très vite, les Turcs ont fait venir des astrologues à la cour en plus des chamans. Et les Mongols ont continué cette tradition. Mais ce que vous voyez ici, c'est un rituel de purification de la mer, non pas de l'encens façon musulmane, mais en théorie, la mer doit être purifiée
Les rites de purification, qui s'apparentaient en fait à des sortes d'ordalie, ont été pratiqués parfois de façon très sanglante, jusque pratiquement au XIVe siècle, dans l'ensemble de l'Empire mongol. Parmi les religions que les Turcs et les Mongols ont pratiquées, il y a le manichéisme. Il faut savoir que le manichéisme est une religion implantée en Asie centrale, au Xinjiang, et grâce au manichéisme, grâce à ce que nous avons comme fresques manichéennes, notamment à Turfan, à Shōjō, donc, et puis également au Khotan, nous avons une connaissance un peu plus fine des pratiques des peuples turco-mongols, puisqu'ils se font représenter comme donateurs. Donc c'est un travail important qui a été fait par la conservatrice de Berlin, surtout les bannières et puis les fresques murales de Dunhuang à Turfan, où l'on voit ces Ouïghours représentés en manichéens, ou alors cette femme donatrice en croyant du nestorianisme, qui était cette religion chrétienne de l'Asie centrale. La religion est quelque chose d'assez personnel et ce n'est pas du tout un élément dominant dans la gestion des peuples de l'Empire. Donc ici encore des funérailles bouddhistes. Toutefois, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, il y a un tournant identitaire qui s'amorce. Un sultan, Hasan Khan, décide de se convertir, vous voyez, c'est très très tard, à l'islam. Et à ce moment-là, les oulémas vont lui demander de renoncer au mariage avec la première épouse, qui était l'épouse de son père. Et Hasan Khan, qui est très attaché à cette femme, qu'il a quasiment élevée, donc ce sont vraiment des relations très particulières, c'est un peu comme Henri IV, qui s'était dit « Paris vaut bien une messe », eh bien, Hasan Khan a renoncé à ce mariage considéré comme incestueux pour devenir le premier Khan musulman, c'est-à-dire véritablement celui qui a introduit l'islam à partir du début du XIVe siècle. Et à partir de ce moment-là, comme vous le voyez sur les miniatures de cette histoire universelle de Rachid al-Din, les oulémas sont présents à la cour, ils sont un élément, un groupe de puissants, un groupe de pression important, ils vont conseiller le chef et désormais, effectivement, les modes de gouvernement ne seront plus tout à fait les mêmes. Alors, à côté de cette construction identitaire offerte par les sources visuelles, voyons ce que les Timourides nous ont offert comme imaginaire de l'identité. Alors, qui sont les Timourides ? Eh bien, les Timourides, c'est une dynastie turco-mongole qui est née en Asie centrale à la fin du XIVe siècle. À gauche, vous avez Gengis Khan, qui est le modèle, celui sur lequel Tamerlan va fonder toute sa quête, le père originel des Turco-Mongols. Et à côté, vous avez Tamerlan, le grand conquérant, celui qui a conquis l'empire de la Chine jusque pratiquement à l'Anatolie. Et à la veille de sa mort, il voulait conquérir d'ailleurs la Chine après avoir conquis l'Inde, le nord de l'Inde. Le modèle de base, c'est évidemment le grand Khan, mais les Timourides viennent d'une petite peuplade autour de la mer d'Aral. Leur cité de fondation, c'est Sharit Isabs, la ville verte. Et en fait, ils ne sont pas du tout mongols. C'est juste un peuple turc qui s'est rattaché aux Mongols en construisant une généalogie fictive, complètement fictive, celle des Barlas, qui était bien le contingent d'élite de Gengis Khan. Et par les Barlas, qui sont une partie de leur famille, ils vont se rattacher à la généalogie donc, de Gengis Khan et même à l'ancêtre fondatrice, qui est Biche Fauve, l'épouse de Loup Bleu, qui est Alankoa, la mère de tous les Mongols. Alors, ce rattachement à la généalogie de l'ancêtre fondatrice, donc c'est une femme, le rôle important des femmes dans le monde turco-mongol, Alankoa a conçu 3 fils, dont un est l'ancêtre des Mongols, par un rayon lumineux qui, un soir, a pénétré dans sa tente, puisqu'elle était déjà veuve. Donc, ce rayon lumineux l'a fécondée et elle a eu 3 enfants.
Cette généalogie fictive se retrouve aujourd'hui dans le tombeau de Tamerlan, au Gorée-Amir, à Samarcande, dans le magnifique sarcophage de néphrite offert par ses petits-fils, où est marqué dans la généalogie que Tamerlan descend d'Alan Koha, fécondé par le rayon lumineux, dont l'essence était celle de Ali, le cousin du prophète, le cousin et le gendre du prophète. Donc non seulement les Timourides ont façonné une généalogie qui les rattachait à Gengis Khan, mais également à la famille du prophète et à ses petits-fils, notamment à Ali, le gendre fondateur donc du mouvement chiite. Ils ont islamisé leur généalogie pour avoir l'appui de l'ensemble de la population et des mouvements soufis qui commençaient à croître en Asie centrale à l'époque. Et ils ont mis en place un pouvoir ostentatoire avec des rituels de cour dans les jardins ou dans les prairies. Donc ici, c'est une histoire universelle commanditée par le petit-fils de Tamerlan, Beysankour Mirza, qui montre comment on gouverne dans la prairie. Le trône est dans la prairie, et on sait que Tamerlan a fait construire des jardins autour de Samarcande où il recevait les envoyés, les ambassadeurs, également les grands campements comme la grande prairie de Canicule où il fait les grandes fêtes de mariage de ses petits-fils avec des princesses Gengis Khanites. Tamerlan se fait représenter, comme vous le voyez ici dans les Afarnamés, le livre des victoires, comme un chef mongol et chaman, sur le tapis de feutre. Le tapis de feutre était le tapis de l'investiture dans la steppe. Il était porté, et on faisait 9 fois le tour de la yourte. Et ensuite, il y avait un rituel très spécial d'étranglement du crâne, au cours duquel il tombait en extase et il avait des paroles prophétiques concernant son règne. Donc, on se rattache très fortement à cette conception du pouvoir que nous avons vue il y a quelques minutes au début de cet exposé, à savoir qu'il est d'abord le fils de Tangreux, investi par le ciel pour régner sur terre, tout en reniant pas simplement le fait qu'il y avait à l'époque encore des princes Gengis Khanides qui régnaient sur l'Asie centrale. Ses petits-fils ont également une identité turco-mongole très forte. Ici, Ulugh-Beg, le seigneur de Samarcande, le prince astronome, qui est entouré de ces femmes, et nous voyons que ces femmes portent la bokta, qui est le symbole de leur identité de princesse turco-mongole. Alors bien sûr, il y a eu quand même un changement décisif avec les Timourides, parce que les Timourides ont assumé leur identité musulmane. Ils ont fait triompher le sunnisme en Asie centrale, même en se rattachant à la généalogie d'Ali. C'était une façon de se concilier les princes chiites, les sayyids, mais ils ont construit des monuments absolument disproportionnés, surdimensionnés, pour montrer qu'ils étaient finalement les promoteurs de l'islam et ceux qui avaient définitivement islamisé le monde musulman. Donc vous avez ici toutes les grandes constructions en Afghanistan, Shahrisabz, à Samarcande, avec évidemment le Rajasthan, et les tombeaux des princesses que vous voyez en bas à gauche. Alors, pour conclure sur ces identités nomades qui se sont mises en place au sein des mondes musulmans, ce que, évidemment, on apprend très très peu aujourd'hui, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur d'ailleurs, à savoir que finalement ce sont des Turco-Mongols qui ont régné du XIe au XVIe siècle sur le monde musulman. Eh bien, aujourd'hui, il y a des pays comme la Mongolie. Vous avez à droite, avec Oulan-Bator et toutes les tentes qui sont pour la plupart des quartiers défavorisés, et le Kazakhstan, avec son ancienne capitale Astana, qui avait été choisie pour glorifier justement la nomadité, avec des monuments qui avaient des formes de yourtes. Cet attachement à la nomadité est un des éléments forts de l'identité des Mongols aujourd'hui, à savoir que beaucoup de Mongols se reconnaissent d'abord comme étant des nomades ou des semi-nomades et non pas des sédentaires.
Ils sont attachés à la religion traditionnelle. Évidemment, ils sont bouddhistes, mais au-delà du bouddhisme, ce sont les grands lieux de mémoire qu'évoque notamment Robert Ramaillon dans l'ouvrage sur la Mongolie, qui sont importants. Ces lieux de mémoire attachés à la nature, à la relation entre les Mongols et la nature. Et de même au Kazakhstan, qui est le pays voisin, où il y a cette image de la nomadité très très fréquente dans les campagnes, avec, comme vous le voyez ici, et c'est extrêmement émouvant, une reproduction des anciens motifs que l'on trouve sur les tentes du 14-15e siècle, les tentes blanc-bleu, curieusement inspirées des porcelaines chinoises blanc-bleu, qui représentent l'identité kazakhe. Donc je conclurai en disant que les identités nomades sont très très fortes, encore aujourd'hui, dans ces pays, que le monde musulman a souvent oublié qu'il avait été gouverné par des semi-nomades. On redécouvre aujourd'hui, grâce à une tendance de l'historiographie depuis 15 ans, aussi bien par les textes que par les sources visuelles et matérielles, leur histoire. Et ce qu'on doit dire aussi, c'est que pourquoi ces peuples pourquoi a-t-on oublié leur identité nomade? Tout simplement parce que quelque chose a triomphé de très important, et je crois que c'est en ça qu'ils ont réussi. Ça a été le phénomène du miroir de l'autre et de l'acculturation, qui n'est pas le thème du tout de cette rencontre, mais l'acculturation a fait d'eux finalement des sujets de cet ancien empire abbasside. Et cette acculturation, elle est passée non seulement par la culture matérielle, la culture littéraire, et aussi, on doit le dire, par l'islamisation. Merci.